Bonjour, bonsoir les petits curieux et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast qui mord à pleines dents dans les sujets qui vous surlupinent pour vous en mettre plein la vue. Ah ouais. Mon nom est William et je suis accompagné de la plus fine des observatrices, la toujours aussi souriante, Hélène. J'adore. Pourquoi t'adores? Ben, je sais pas, tu dis que je suis souriante puis que je suis une fine observatrice. Ouais, puis t'as-tu remarqué une petite thématique? Effectivement, tu fais allusion à nos deux sujets. Ouais, de Fait quoi que là, qu'on parle je aujourd'hui? le punch? Ou... Non, mais non, vas-y, dis-nous c'est quoi qu'on parle. OK, moi, je vais parler de l'histoire des lunettes. C'est tellement con, dit comme simple. ça. Mais, tu sais, je me suis demandé justement comment les gens y faisaient back in the days quand il n'y avait pas de lunettes pour voir. Effectivement, les gens vraiment myopes, là, comment ils vivaient. Puis ben moi, dans le même angle, ben je me suis questionné sur l'hygiène dentaire dans l'histoire. Ouais. Tu sais, est-ce qu'avant, tout le monde faisait juste perdre leurs dents en permanence? Il y avait tout le scorbut. Ben oui, ben ça, on touchera peut-être pas au scorbut aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Mais je pense que je veux pas te voler le punch. Ben là, j'espère. Non, mais j'ai l'impression que c'était quand même moins pire, mettons, à l'époque des hommes de Cro-Magnon ou peu importe, parce que il y avait moins de genre sucre et trucs comme ça là, qui pouvaient causer des caries. Tu le sais que je vais parler de ça, puis tu sais, ça sert à rien ce que tu me dis là en ce moment. Là. Tu fais juste voler l'épisode. Ok, ben là. on s'en reparle après le générique. Ben non, ça va être ta partie avant. Mais après ma partie. Fait que dans 20 minutes. C'est ça. Ça valait la peine de dire la théorie. Will, toi puis moi, on a quelques points en commun. Hein? On habite à la même adresse, on anime tous les deux un podcast et on a tous les deux échoué à un examen de la vue à un certain moment donné de notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on porte des lunettes ou des lentilles ou on vit avec la myopie. Là. Moi, je voyais pas ça comme un échec, mais là, tu me dis ça comme ça, puis tout d'un coup, je me sens vraiment moins bon, là. Ben non, écoute, ça touche quand même une bonne partie de la population, mais justement, imagine si on avait vécu au Moyen-Âge, comment les gens avec des problèmes de vue vivaient à cette époque-là. Moi, je pense que les hommes de Cro-Magnon voyaient vraiment mieux qu'à l'époque médiévale. Probablement. Mais est-ce que justement les lunettes existaient déjà? Tu sais, c'est quand que ça a été inventé, cette fabuleuse invention-là? Bref, c'est ça les questions que je me suis posées dans notre épisode d'aujourd'hui. Parce que moi, je me suis toujours dit, probablement que j'avais été à l'époque médiévale, je trouve ça hot des arcs à flèches. Ouais. Mais j'aurais pas pu être un archer parce que j'aurais vu fuck all. Ben, en même temps, tu sais, tu vas peut-être me dire que justement, les gens, il y avait moins de problèmes de vue parce qu'il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de lumière bleue, etc. Probablement aussi, parce que j'aurais pas été gamer autant. Ou au contraire, peut-être que tu vas me dire que ben ça les arrangeait de pas voir qu'il y avait la lèpre, hein, Ben, il voyait quand même, à moins qu'il soit astigmate. Effectivement. Peut-être qu'il voyait pas bien. Ouais. Non, presbyte, tu veux dire. Presbyte, oui, excuse. Ouais. Ben, essayons justement d'y voir plus clair en refaisant l'histoire des lunettes. T'as même pas rien mes jeux de mots à moi. On s'entend que des troubles de la vue comme la myopie, c'est surtout des problématiques modernes, là, justement, qui ont explosé dans les derniers siècles, notamment avec l'augmentation du temps passé sur les écrans. Fait que c'est confirmé, là, en fait. Oui. Ça existe. Ben, il y a vraiment une plus grande proportion de gens qui portent des lunettes aujourd'hui que, là, mettons, 3 siècles. OK. Puis même que, je pense que j'avais lu dans une source que, genre, à Singapour, à 19 ans, 95% des hommes de 19 ans ont des lunettes. Oh shit, quand même. Hein? Fait que c'est quand même intense. Je suis plus sûre là, si c'est Singapour, mais je sais que c'est un pays en Asie, là, mais en toute franchise, je m'en souviens plus. Bref, il y a eu, c'est ça, l'augmentation du temps passé sur les écrans, mais aussi la génétique. Hein, si tes parents ont des problèmes de vue, fait que ça t'as plus de chances d'en avoir, etc. Et la sédentarité aussi. Le fait de rester à l'intérieur, d'être moins exposé à la lumière naturelle ou en tout cas plus à des lumières tamisées, ça fait en sorte que ça affaiblit ton œil aussi, apparemment. Ouais, puis je ne savais pas. Je sais que justement avec les écrans et tout, ben mon optométriste me disait de prendre des pauses puis regarder au loin pour essayer de pratiquer l'œil. Ouais. Chose que je fais toujours, maman, à ce jour. Ouais, bien sûr. Hein. Moi, j'ai au moins l'excuse que mon bureau il est collé à une fenêtre... une assez grande fenêtre, là. Fait que, effectivement, je regarde à l'horizon des fois, mais toi, c'est pas mal le mur. Ben, le mur, il est 15 cm plus loin. Fait que c'est quand même...
Mais sache qu'on parlait déjà de myopie et de presbytie à l'Antiquité. OK. Fait que ça existait déjà. Oui, Aristote, il aurait été l'un des premiers à observer ces conditions dans son livre Problemata. Donc, on a des traces écrites de ça. De son côté, Euclide aurait été un pionnier des études concernant le pouvoir optique de certains objets, tandis que Sénèque y aurait découvert l'effet grossissant des ballons de verre remplis d'eau. OK, fait qu'il y aurait vraiment déjà eu une idée sur le verre exact. Ou moins l'eau. Oui, fait que bref, à l'Antiquité, on avait déjà compris certaines bases de l'optique. Hein? Ça faisait longtemps aussi que l'humain polissait le verre pour brûler une zone en faisant converger les rayons du soleil. Donc, un peu comme les enfants, ils font avec la loupe des loupes. Les fourmis. Hein. Il y a une légende qui veut aussi que Néron ait utilisé des verres d'émeraude pour regarder les combats de gladiateurs dans les arènes. OK. Est-ce que c'était pour mieux voir, pour protéger ses yeux du soleil, étant donné que c'était de l'émeraude, donc c'était teinté? Honnêtement, on le sait pas vraiment, mais peut-être parce qu'il aimait pas le sang. Fait que là, c'était vert. Fait qu'il saignait pas. En même temps, Néron, ça m'étonnerait qu'il avait peur du sang. Non, c'est ça, je pense pas, là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'invention des lunettes, elle a vraiment révolutionné le monde parce que, les personnes avec une déficience visuelle pouvaient de nouveau s'adonner à certaines activités quotidiennes qui nécessitent une bonne vue, comme la lecture, par exemple, mais aussi s'instruire davantage en étudiant plus longtemps. OK. Parce que, plus tu lis, plus tu affaiblis tes yeux un petit peu au niveau... Tu sais, ça revient à dire, justement... Ouais, comme on regarde un écran, sauf que là, c'est de la lecture. C'est ça. Puis au final, tu perds de la vision, puis là, exact. Tu peux plus t'en lire. La preuve, c'est que le philosophe romain Cicéron, il devait faire appel à des esclaves pour lui faire la lecture à voix haute, étant donné qu'il y avait des problèmes de vue. OK. Tu sais, vois-tu, on pense souvent aux philosophes comme étant des gens supérieurs à nous. Ouais. Mais là, pas au point de supérieur à genre j'ai des esclaves. Là. Oui, mais... ça relativise certaines choses aussi, mais c'est fascinant quand même. Je te dis pas que c'était une bonne affaire d'avoir des esclaves, mais il était obligé de se faire la lecture parce qu'il était pas capable de lire, étant donné ses problèmes de vue. C'est fou, hein? Puis je dis ça, mais fut un temps où les myopes étaient enviés, et ce, même avant l'invention des lunettes, on va y venir. Les enlumineurs de manuscrits, donc ceux qui décoraient les textes, là, qui faisaient des belles petites lettres, tout ça pour les scribes, ils étaient nombreux à souffrir de myopie justement parce qu'ils étaient tellement concentrés dans leur truc. Mais ça fait en sorte aussi qu'ils ont réussi à rapidement s'adapter jusqu'à développer une vision de près hors du commun. Okay. Ce qui est un atout énorme dans une job qui demande une minutie là, très fine. Puis à cette époque, être enlumineur, c'était quand même un emploi d'avenir, là, je te dirais. Fait qu'il y a beaucoup de parents, apparemment, qui auraient prié pour que leur progéniture naisse myope comme une taupe. C'est comme un peu genre une personne qui est aveugle puis que ses autres sens se décuplent. Sauf que là, c'est juste t'as un défaut à l'œil, mais qui fait que ton œil mais est ça quand même... fait que ton œil il s'adapte au point où tu as une vision de près quasiment surhumaine, là, tu sais. Nice. C'est au 10e siècle qu'on voit apparaître l'idée selon laquelle des verres lissés et sphériques pourraient aider à corriger des problèmes de vue avec le physicien et mathématicien arabe Al-Hazen, qui est considéré aujourd'hui là, comme le père de l'optique. Par contre, il faudra attendre à 1240 pour que son livre, le livre de l'optique, donc titre assez révélateur, soit traduit en latin et que des moines développent ce qu'on appelait autrefois des pierres de lecture. L'invention est attribuée au moine franciscain Roger Bacon, mais ça reste hypothétique parce que c'est un peu comme l'invention de la poutine. Là. Il y a plusieurs personnes qui revendiquent celle des lunettes. Roger Bacon vient de Victoriaville. Non, c'était un moine anglais, mais selon plusieurs sources, les premières lunettes seraient apparues plus en Italie. Ouais, OK. Fait que c'est ça, on va leur laisser cette petite guerre-là. D'accord. Jean-Luc Sigmiller, l'ancien président du Syndicat national des ophtalmologistes de France, il expliquait que ces pierres de lecture, c'était en réalité des cristaux de roche et de quartz qui étaient bombés, puis qui étaient posés sur les textes et qui permettaient de grossir les lettres, donc d'améliorer la vision de près. Fait que c'était plus comme une loupe au final. C'est exactement ça. On venait d'inventer les verres biconvexes et révolutionner évidemment la vie des vieux moines souffrant de presbytie. Puis éventuellement, on a rajouté un manche à ces pierres qu'on a également aplati pour faciliter la prise en main, et de là est née la loupe. C'est comme super logique que la loupe est née avant les lunettes, mais on dirait que j'avais pas pensé. Ouais. Puis là, on s'en va vraiment plus vers ce qu'on connaît comme des lunettes. Est-ce qu'on arrive au monocle? Non, pas encore. Le monocle, je le garde pour la fin. OK. Je sais que t'as hâte que je t'en parle.
Non, à la fin du 13e siècle, il y a une nouvelle invention qui serait née à la verrerie de Murano en Italie, qu'on appelait les besicles, les ancêtres des lunettes qu'on connaît aujourd'hui. Elles étaient composées de 2 morceaux de verre qui étaient posés sur des montures le plus souvent en bois et reliés par un rivet pour pouvoir les poser sur le nez. Par contre, il n'y avait pas de branches. Fait qu'il fallait les tenir pour qu'elles restent stables. Ouais. C'est ce qu'on Ou appelle avoir un pince-nez. Ouais, c'est ça. Ou avoir un très gros nez. Se tenir la tête en l'air avec ton livre. Là. C'est ça. Puis il y a certaines personnes qui se sont développées d'autres techniques, comme celle de porter un chapeau puis de mettre une tige entre le chapeau et les besicles pour justement les maintenir en place. Là. Fait que vite un point, est-ce que t'es mieux d'inventer les 2 branches, là? Ouais, c'est ça, mais je trouve que ça me fait penser aux lunettes des dentistes, là, tu sais, les lunettes pour voir très, dans les très trucs gros, de fantasy, là, de genre des vieux scripts, des fois ils ont ça, des petites lunettes vraiment plus, tu sais, des petites rondes, là. Exactement. Puis, à partir du 16e siècle, on s'est mis à utiliser d'autres matériaux comme la corne, le cuir et le fer. Les plus riches y avaient aussi accès à des modèles en écailles de tortue, en os ou en ivoire, des matériaux qui étaient apparemment plus confortables parce que ils s'adaptaient mieux à la forme du visage, semble-t-il. Mais avant d'aller plus loin, on retourne un petit peu en arrière. Te rappelles-tu de la date de l'invention de l'imprimerie? De quoi tu parles? Comme si... J'ai-tu l'air de quelqu'un qui sait ça? Gutenberg. C'est Gutenberg, oui, qui l'a créé en 1453. Ce qui veut dire que c'est vraiment là que la lecture a commencé à se démocratiser un peu plus. Oui, parce que c'était plus juste les moines qui allaient lire, là. C'est ça. Donc, les demandes pour des lunettes de vue ont aussi augmenté parce que plus les gens lisaient, plus ils étaient susceptibles d'avoir des problèmes de vue. Logique. Puis même, je dis ça, j'avais fait un TikTok, si je me trompe pas, l'été passé, où je disais que si on était l'aîné d'une fratrie, on avait tendance à être myope plus rapidement. C'est vrai. Parce que les parents ont tendance à mettre plus d'efforts dans... Sur les études? Ouais, c'est ça, sur les études, justement, à faire en sorte que leur aîné se donne plus à l'école, ils sont plus présents pour les devoirs, etc. Au 5e, t'es comme, fais un DEP, mon calice. C'est ça, exact. Tout ça pour dire qu'avant l'imprimerie, pratiquement seulement les moines, comme tu disais, avaient accès à des documents écrits, donc ils étaient les seuls ou presque à utiliser des lunettes pour lire les textes. Ouais. Il faudra par contre attendre le 15e siècle pour la création des verres concaves, donc ceux qui corrigent la myopie. Fait que ceux qui voyaient pas de loin avant le 15e siècle, fuck you. On les aimait déjà, fait que c'était pas grave qu'ils voyaient pas. C'est ça. Fait intéressant, c'est à partir du 16e siècle qu'on voit de plus en plus de portraits de personnes portant des pince-nez ou des lunettes, fait qu'il y a des tableaux là, de papes ou de personnes nobles aussi, fait que ça nous révélait un petit peu plus sur leurs problèmes de vue. Au 18e siècle, on voit tranquillement apparaître des lunettes à branches. C'est d'abord celles de l'opticien anglais Edward Scarlett qui sont créées vers 1728. Okay. Sur son modèle, chaque branche est articulée avec au bout un genre de petit anneau de métal qui vient se poser sur la tempe. Fait que c'est un petit peu plus haut que les oreilles. Il était si près de l'avoir, là, le concept. Là. Ouais, non, mais il va venir, là, le concept. Mais par contre, c'est vraiment intelligent parce que le fait que ce soit posé sur la tempe et non derrière l'oreille, ça permettait aux riches bourgeois de retirer leurs lunettes sans déplacer leur perruque. Ah. Fait que c'est pas si con que ça. Il y avait une idée derrière. Ouais. Mais c'est vraiment à partir du 20e siècle là, que ça devient la norme, là, les lunettes avec des branches. Okay. Puis en 1752, il y a James Escoff qui invente le premier prototype de lunettes à branches comme on les connaît, donc qui vont vraiment là, derrière les oreilles. Il découvre au même moment la filtration des UV et il intègre les verres teintés à ses lunettes en croyant que justement c'était la solution à certains problèmes de vue. Mais les premières lunettes de soleil, elles vont connaître pas tout de suite un très grand succès. En fait, les verres polarisants, ils vont être inventés en 1936, donc presque 2 siècles plus tard. Ah ouais, OK. Fait que lui, il avait l'idée, mais l'exécution n'a pas Ouais, marché mais lui, il tant que pensait que les verres teintés, ça allait corriger justement la myopie ou la presbytie. Mais c'était pas suffisant. Non, c'est ça. Ouais. Puis, il va falloir attendre en 1936 Edwin H. Land, le créateur des Polaroids, donc qui va inventer les verres polarisants. C'est ça. Fait que les filtres appliqués aux lunettes de soleil, c'était les mêmes que ceux de l'appareil photo instantané. Puis le fait que les verres soient teintés foncés, ça diminue la lumière, ce qui permet de garder ta pupille grande ouverte et donc de mieux voir. C'est pas con, hein? C'est quand même très nice. J'avais pas pensé, j'avais jamais fait le lien. On retourne rapidement au 18e, 19e siècle. Pas tout de suite. Parallèlement aux premières lunettes à branches, il y a Benjamin Franklin qui crée en 1780 les verres à double foyer.
Ah, vois-tu, c'est lui que j'ai en tête avec la petite lunette sur le bout du Oui, nez. ben, je pense que c'est les verres à Franklin ou les lunettes Ouais. à Franklin, justement. Ça fait référence à des lunettes Ouais. double foyer, là, justement. Puis il y a George Airy qui invente les verres corrigeant l'astigmatisme OK. en 1825. Les lunettes bifocales, elles permettent donc de corriger la myopie et la presbytie selon si ton œil regarde la partie supérieure du verre ou la partie inférieure. Par contre, c'est juste en 1959 que les verres progressifs vont être inventés par Bernard Metnaz. Le 18e siècle, c'est aussi celui où on voit naître les lorgnettes et les monocles. Oh, il y a lorgnette, c'est quoi ce mot-là? Ouais, les lorgnettes, pour rappel, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est des bécicles, donc des lunettes sans branches, mais avec un manche. Ah, donc, les trucs qu'on voit, genre des trucs d'opéra là, dans les vieux c'est exactement films, ça. Là. C'était ce qui était utilisé là, souvent par les nobles au théâtre, à l'opéra, pour mieux voir la scène. Puis le monocle, de son côté, ben, il y avait jadis un manche comme la lorgnette. La différence, c'est qu'il y avait juste un verre versus la lorgnette, il y en avait deux. Bref, c'était des toutes petites loupes. OK. Mais là, y avait-tu vraiment du monde qui se l'accrochait puis qui se le laissait là en dessous de l'œil? Écoute, c'est ça qu'on veut savoir. C'est ça, le monocle, à un moment donné, on a décidé de foutre le manche à la poubelle puis de garder que la lentille qui serait maintenue par la force du sourcil et de la pommette. Pour les gens fâchés. Hein. Ouais, c'est ça, puis attachée à un vêtement pour le ranger chaîne, facilement là, dans la petite poche de son veston, par exemple. C'est l'aristocrate allemand Philipp von Stosch qui était un antiquaire très connu qui l'aurait popularisé parce que ben justement, il était tellement connu que les gens y ont fait comme ben moi aussi, je veux adopter ce style-là. On dirait que ça me surprend pas que c'est un Allemand qui faisait ça. Ben, on va y revenir. Okay, mais c'était principalement là, les lorgnettes et les monocles portés par la haute bourgeoisie en signe de richesse. C'était pas nécessairement pour corriger un problème de vue. Tu pouvais, là, mais en général, tu sais, si t'as un problème à un œil, tant qu'à ça, porte des lunettes, puis aie un œil avec... pas de force dedans. C'est ça, exactement, pas de force dedans. Mais le monocle aurait aussi trouvé son public chez les officiers supérieurs. OK. Les personnes avec des lunettes classiques, là, donc ce qu'on appelle des binocles, elles pouvaient pas aspirer à des rôles de haut gradé parce que ben ça traduisait un problème de vue, donc une faiblesse, donc ils pouvaient pas devenir genre colonel, si tu veux. Mm-hmm. Fait que le monocle, ça s'est présenté comme une façon un peu de contourner cette règle-là parce que c'était vraiment écrit explicitement que les gens ne pouvaient pas porter des binocles. Ah, fait que t'avais le droit de porter un monocle. Cette mode-là, elle a été particulièrement adoptée par les officiers allemands durant la Première Guerre mondiale. OK. Et parce que les Allemands, durant la Première Guerre mondiale, étaient vus comme l'ennemi, ben ça expliquerait pourquoi dans les films et séries, les gens qui portent des monocles sont souvent du côté des méchants. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, dans James Bond, c'est-tu James Bond ou Batman? Le pingouin. Ouais, le pingouin, c'est effectivement dans Batman et non dans James Bond. Ouais, c'est dans Batman, c'est ça. Mais oui. Mais aussi, il me semble, dans James Bond, il me semble qu'il y en a un avec un monocle. Le méchant principal, là, j'ai un blanc de mémoire, mais il me semble que oui, il y avait un monocle. Ah! Fait que le bonhomme Monopoly, il est pas méchant, la gang, parce qu'il y en a pas de monocle. Ça, c'est un effet Mandela. Oui, non, c'est ça. Il y avait juste un chapeau de forme, le monsieur, puis une belle moustache. Pour terminer sur l'histoire des lunettes, c'est vraiment à partir des années 1950 qu'on passe d'une prothèse optique à un accessoire de mode, avec de plus en plus de vedettes qui en portent en public, justement. Puis les lunettes, ils ont un peu évolué depuis le 18e, 19e siècle. Tu sais, ça reste 2 verres avec 2 branches. Oui, c'est ça. Ça coûte 600$ si tu prends un truc de marque, mais c'est toujours le même plastique. C'est ça. Ceci dit, c'est ça. Les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sont à la fois plus accessibles et ils permettent une plus grande fantaisie, que ce soit au niveau de la forme, des couleurs, etc. Puis il y a également d'autres technologies qui ont vu le jour, comme les verres de contact puis l'opération laser pour pallier les troubles de la vue puis améliorer le confort au quotidien. Fait que maintenant que tu connais l'histoire des lunettes, il y a peut-être une dernière question que tu pourrais te poser. Pourquoi ça s'appelle des lunettes? Ben, je sais pas, parce que là, tantôt, tu disais, justement, les binocles, puis ça m'a fait penser que les longues vues en anglais, c'est binocular. Ouais. Fait que je suis comme, tu sais, je vois le lien, mais lunettes... Ouais, parce qu'en anglais, c'est glasses, tu sais, puis on voit le lien vu que c'était du verre. C'est pour bien voir la lune? Ben... Ça a un lien avec la lune. Le mot lune, il viendrait de l'indo-européen lurk, L-E-U-K, qui veut dire éclairé, illuminé. Okay. Puis c'est d'ailleurs de cette même racine que viennent les mots luciole, lueur, lustre et même lucide. Parce que, tu sais, quand t'es lucide... Mais oui, tu vois plus clair. Tu vois plus clair. Mais ce qui explique pourquoi ça s'appelle des lunettes, c'est que les premiers prototypes, il y avait le plus souvent une forme ronde ou de demi-cercle,
ce qui rappelle certaines phases du cycle lunaire. Ah. Il y a une autre théorie aussi qui veut que ce soit en référence à la lunette astronomique, le télescope dont on servait pour observer les astres et en particulier la Lune. Donc, on l'aurait appelé comme ça là, pour des raisons assez évidentes. Intéressant. Ben, écoute, j'espère que t'as aimé ça. Absolument. C'est ce qui met fin à ma partie. C'est un petit épisode, mais... Non, pas tant j'ai que trouvé ça. C'est pas si pire. Vraiment intéressant de faire cette recherche-là. C'est tellement une question conne. Oui, un épisode simple mais efficace. On dirait que c'est mes préférés de plus en plus, ces épisodes-là. Vraiment. Puis, ben, on va continuer sur cette lancée-là. Parfait. Mais sur une lancée peut-être un peu moins ragoûtante que parler des yeux par petits moments. C'est pour ça que j'ai pas parlé de l'opération laser, parce que moi, ça me freak un petit peu. Je viens compenser, t'inquiète, parce que, ben, bon, comme tu le sais, le brossage de dents a quand même une place importante dans mon cœur. Ah, toi, oui, là. C'est ton premier amour, je pense. Deuxième. Mais quand c'est j'ai le premier? c'est un secret. Quand j'ai les dents sales pendant trop longtemps, on dirait que je perds le contrôle de moi-même. Il faut absolument que j'aille me brosser les dents. C'est un petit plaisir de la vie pour moi. Mais dans ma petite tête de podcasteur curieux, je peux pas m'empêcher de me demander comment était l'hygiène dentaire à travers l'histoire. Parce qu'on s'entend, on est la seule espèce à se brosser les dents. Comme, il y a des gens qui brossent les dents de leurs chiens, mais là, on parlera pas de ça aujourd'hui. Okay? C'est correct. C'est leur problème à eux. Mais si on le fait pas, justement, ben, on a des complications dans notre bouche. Là, fait que, depuis combien de temps est-ce que les humains se brossent les dents? Puis qu'est-ce qui est arrivé avant qu'on commence cette pratique-là? C'est les questions que je me posais. Puis là, tu te dis, ben les hommes de Cro-Magnon, mais... Ouais, mais je veux dire, ça doit être quand même assez récent, en tout cas, l'utilisation du fluor, mettons. Là. Oh oui, ça, absolument. Ça, spoiler alert. Je pense pas que ça date de 1000 ans, là, mettons. Puis je me dis que, tu sais, les gens, ils se lavaient à une fréquence irrégulière à l'époque de genre Louis XIV. Fait que je pense pas que leur hygiène buccale était tant... OK, fait que selon toi, le nettoyage de dents sous peu importe la forme, ça a commencé quand? Aïe, je sais pas, 19e siècle. Bien, laisse-moi te dire que même si on peut avoir l'idée en tête des paysans médiévaux édentés, ben, ça veut pas dire qu'on se brossait pas les dents avant. OK. Voire même 4000 ans avant. Ah ouais, OK, tant que ça. Et oui, les Égyptiens étaient capables de bâtir des pyramides, puis utilisaient des moyens de contraception. Wink, wink. C'est vrai. Ils étaient capables de se nettoyer les dents. Tu l'auras donc compris, on a encore une fois des traces écrites provenant de l'Égypte antique mentionnant le fait qu'ils prenaient déjà soin de leurs quenottes à l'époque. J'adore, wow. Bon, je vous le dis tout de suite, là, on était loin de la brosse à dents électrique puis du fluor, comme tu dis, mais ils faisaient déjà quelque chose. Petit rappel aussi, c'est que bien que je reviens très souvent aux Égyptiens, ben ça veut pas dire que c'est eux qui étaient les premiers à s'occuper de leurs dents. Là. C'est juste que c'est les traces écrites les plus vieilles qu'on a, fait que ça se peut que ça vienne depuis plus longtemps puis que justement les Cro-Magnons utilisaient des cure-dents. C'est juste que je peux pas le savoir. Ben ils utilisaient des feuilles comme dans Survivor, là. Eh ben écoute... C'est sûr, c'est ça. Les Égyptiens se nettoyaient les dents il y a 5000 ans, exactement comme dans Survivor Québec! J'adore! Oh my God! Bon, j'ai simplifié un peu en disant Survivor. Là, ils ne prenaient pas n'importe quelle branche nécessairement. Ils utilisaient ce qu'on appelle des bâtons à mâcher, créés à partir de racines comme le siwak, qui, lorsqu'on les mâche, deviennent fibreuses, puis qui deviennent une sorte de brosse à dents naturelle. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, j'ai découvert, ça se vend toujours en ligne, d'ailleurs, des racines de ça, si tu veux avoir une brosse à dents super naturelle. Comment ça fonctionne? Faut que tu le recraches Non, après, ou... c'est juste que tu croques le bout, puis tranquillement, ça devient comme un pinceau, mettons. OK. Fait que là, après ça, tu peux te brosser les dents comme ça. Oui, OK. Fait que, voilà, si ça vous intéresse d'avoir une brosse à dents ultra naturelle, c'est toujours possible. Selon certaines études saoudiennes aussi, mâcher ceci plutôt que de se brosser les dents serait meilleur aussi pour les gencives. Ça m'étonne même pas. En plus que le siwak comporte une substance qui facilite la digestion et qui contre le tartre. OK. Comment ils ont découvert que cette racine-là était bonne contre le tartre back in the days? Un autre mystère à rajouter à la pile des Égyptiens. Les études sont récentes qui ont prouvé que la racine qui était utilisée il y a 5000 ans était bonne contre le tartre. Ben, peut-être que c'était pas, ils savaient pas pour le tartre, mais c'est juste parce qu'il y avait l'impression que ça leur donnait genre une haleine fraîche. C'est quand même assez brillant qu'ils aient réussi à trouver ça à l'époque.
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'utilisaient pas de dentifrice aussi, hein, parce que même si ça enlevait le tartre, comme tu dis, ils ne savaient peut-être pas. Ouais. Selon Frank Libert de l'Indiana University School of Dentistry, ceux-ci auraient aussi développé une crème dentaire contenant des... Attention, c'est là que ça commence à être funny. Ah, c'est pas l'affaire comme ce qui se mettait... C'est moins pire. C'est moins pire. Le miel pis tout, là. Ouais. Épisode 46 que tu fais référence. Donc, c'est contenait des cendres de sabots de bœuf, de la myrrhe, des coquilles d'œufs brûlés et des pierres ponces. Mais je sais pas à quel point c'est moins pire, là, des cendres de sabots de bœuf. Oui, puis si en ce moment tu te dis qu'il devait se défoncer l'émail avec ça, t'as probablement raison, parce que je veux dire, de la pierre ponce sur tes dents, ça doit pas être incroyable. Ah non, c'est ça, c'est du papier sablé, là. Vaut mieux des dents sensibles que pas de dents pantoutes. Fait que... par contre, les Égyptiens n'étaient pas nécessairement les seuls à utiliser un mélange abrasif pour se frotter les dents. Toujours selon Frank Libert, les Perses, nés en l'an 1000 avant Baby Jesus, auraient eux aussi créé leur propre version de la pâte à dents. Cette fois-ci, par contre, à partir de coquilles d'escargot et d'huîtres brûlées, de gypse, d'herbes et de miel. Finalement, je pense que j'aime mieux la version des Égyptiens. Oui, mais il y a un petit côté sucré, tu sais, pour faire comme mais c'était plus moi, intéressant. Les huîtres, turn off total. Mais c'est ça, ils se frottaient quand même des minéraux sur les palettes. Les Babyloniens et les Grecs utilisaient eux aussi des bâtons à mâcher en passant, puis ou des branches effilochées, là, donc d'une certaine autre façon pour se nettoyer ce qui était accumulé autour de leurs dents. Et selon les écrits d'Hippocrate, le OG de la médecine, celui-ci recommandait plutôt un dentifrice à base de craie et de vinaigre. Moins bon au goût, mais il me semble, j'ai l'impression que c'est un peu plus efficace quand même que de frotter avec de la roche. Là. Ouais. Ceci étant dit, la santé bucco-dentaire n'est pas seulement un sujet méditerranéen. C'était pas juste eux qui étaient capables de se brosser les dents. Les Chinois aussi. Ça serait même eux qui auraient inventé la brosse à dents. OK. La brosse à dents comme on la connaît aujourd'hui, là. Elle aurait été inventée pendant la dynastie Tsang, soit entre 618 et 907, soit quelque chose de super précis et pas du tout à la fois. Non, mais quand même, c'est vraiment plutôt que ce que j'aurais pensé, mais en même temps, tu sais, une brosse à dents, c'est pas compliqué, là. C'est une tige avec poil, là. Fait que c'est logique que je sois dans ces une tige comment? En bambou? Ouais, ou en tout cas une branche quelconque. Puis après, des poils d'un animal quelconque. C'était pas mal ça. Les premiers manches de brosse à dents étaient faites soit de bambou ou d'ossement, dépendamment si c'était un psychopathe ou pas, I guess. Là, mais, et ensuite, le poil était fait à partir de poils de sanglier. OK, ouais. Puis, parce que c'est dru. Exactement. Puis, si pour certains, ça peut être perçu comme dégueu, c'est toujours vendu à ce jour des brosses à dents avec du poil de sanglier. Parce que y a des gens qui disent c'est plus environnemental que des brosses avec du poil synthétique. Nylon, là, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, si ça vous intéresse, le bâton à mâcher ou les brosses à dents de sanglier, ça existe toujours. Eh bien. Mais là, Hélène, je te parle d'entretien buccal relativement avancé, datant de plusieurs milliers d'années. Fait que comment ça qu'on a la fameuse image du paysan édenté dans l'époque médiévale? Est-ce que ça s'est juste pas rendu en France puis en Angleterre, la brosse à dents? Est-ce qu'il était juste trop pauvre pour se payer de la pâte à dents? Qu'est-ce qui se passe? J'irais avec la deuxième option. Là. Je sais pas, on a l'impression que c'est malheureusement du monde souvent moins éduqué. Ils ont moins accès aux hautes sphères de la société, entre guillemets. Puis, tu sais, j'ai l'impression que peut-être comme les lunettes, c'était plus réservé aux classes nobles. Mais là, je vois ta face, puis j'en doute. Ouais, j'ai le malheur de t'annoncer que cette image que tu as en tête, c'est une image hollywoodienne. OK. Le genre de situation probablement créée par nos attentes qu'il était pauvre, il se lavait pas, etc. Ouais. Mais en fait, les gens étaient beaucoup plus propres qu'on pense. Ou ce que il n'y avait pas un bain, mais il allait se laver dans la rivière, il voulait pas puer. Puis il savait que d'avoir des belles dents puis pas puer de la gueule, ça les aidait socialement quand même. Ouais, j'imagine bien. Fait que les gens faisaient quand même un effort assez majeur pour se brosser les dents. Est-ce qu'il y avait autant de pâte à dents? Pas nécessairement, mais il y avait quand même une très belle dentition. La preuve, on peut voir des crânes qui datent de l'époque médiévale, de différentes classes sociales, puis leurs dents sont relativement en santé. OK. Mais, tu sais, on dirait que maintenant, avec tout le confort moderne qu'on a, puis tout ça, puis on a l'impression qu'on est tellement meilleur. Ouais, c'est ça. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, sache qu'il y avait quand même une petite différence par rapport à leurs dents. OK. C'est-à-dire que les dents des paysans étaient beaucoup plus usées que les nôtres. Moins de caries, mais plus usées. Parce qu'ils chiquaient plus de trucs ou...
Ouais, ben entre autres parce que Il l'alimentation, souffrait de c'était... bruxisme. Non, ben tu sais, l'alimentation, c'était entre autres des légumes racines, des fruits secs, de la viande séchée, fait que tu devais mâcher beaucoup Ouais. plus. Mais aussi, entre autres, parce que la majorité de leur alimentation, ben, c'était du pain. Ouais. Puis le pain de l'époque, ben, il était fait avec une meule en pierre. Puis ce Ok. que ça faisait que la farine, des fois, il se mélangeait des grains de sable puis de la pierre. Fait que tu le Fait que goûtais t'avais pas de la petite nécessairement. garnotte dans les dents. Fait qu'encore une fois, déjà, tu te brossais les dents avec de la garnotte, puis là, tu mangeais de la garnotte. Fait qu'un moment donné, tes dents commençaient à être usées à la corde à 20-30 ans, t'avais mal aux dents. Ah Fait que, ouais. oui, Hey, y a rien de pire qu'un mal de dents pour vrai, là. puis surtout quand c'est relié avec les nerfs, là, à cause de Ça ça, qui sont fait rendus trop tellement minces. Fait que, oui, les gens avaient des problèmes de dents, Ouais. mais pas nécessairement de caries, mais plus qu'ils devaient se faire arracher les dents parce qu'ils faisaient trop mal. Mais sais-tu qui est-ce qu'on allait voir à l'époque médiévale lorsqu'on voulait se faire arracher une dent? C'est-tu le forgeron? Oui, ça pouvait être une deuxième option. OK. C'était pas la première option. Non, Attends, là, faut que j'essaye de deviner c'était qui. Parce que les dentistes n'existaient pas, là. non, effectivement. L'herboriste, l'apothicaire. Non, le barbier. Oui, c'est vrai, j'avais déjà lu ça quelque part. Oui, effectivement, ben, je pense que c'est moi qui t'en avais parlé. Les barbiers de l'époque, ne pouvant pas offrir de fade à leurs clients, pouvaient quand même élargir leur service en étant barbier, chirurgien et même dentiste. Oui, oui, le terme à l'époque était barbier, chirurgien. Tu vas me demander comment on est en arrivé là, bien entendu. Oui, comment qu'on est arrivé là? Puis ben, je vais ouvrir une de mes habituelles parenthèses qui n'a pas vraiment rapport avec le sujet, mais j'ai pas le choix de vous en parler. Mais probablement qu'il se disait qu'au pire, il y avait juste à trancher la... Non, mais là, voyons, la violence tellement intense. On est proche, mais pas à ce point-là. Là. Bon, il faut savoir que pendant plusieurs siècles, c'était les prêtres et les moines qui faisaient office de médecins. Ouais. Parce que ben, ils faisaient partie des rares personnes capables de lire et écrire. Ouais, comme puis on a qu'il y avait le parlé, savoir, là. Il exactement. pouvait faire des prescriptions. Puis, ben, il n'y avait pas de médicaments, là, on s'entend. Là. Toi, là. Mais de toute façon, il y a personne qui savait lire les prescriptions. Ben, C'est anyway. de là que l'écriture des médecins comprend Oh, ça. God, Chanel! Fait que c'était les prêtres et les moines qui faisaient office de médecins parce qu'ils faisaient justement partie des rares personnes à pouvoir lire et écrire. Sauf que là, ben, il y a eu un rebondissement en 1215, tandis que le pape il a déclaré que le clergé n'avait plus le droit de pratiquer de chirurgie, de faire d'incision ou de cauteriser une plaie. Mais pourquoi? Il Parce- voulait que tout le monde meure? Non, parce que pour lui, il était important de préserver la pureté du clergé et de réorienter les prêtres vers leur mission première, le salut des âmes. Donc, être associé au sang, puis d'ouvrir les gens, puis de faire des chirurgies, c'était pas aussi pur pour le clergé. Mais là, il fallait quand même quelqu'un pour t'aider c'est quand ça. t'étais dans la marde. Pour Fait- justement le salut des âmes. Fait que les barbiers habitués avec des lames, donc pas pour ouvrir des gorges, Oui. Hélène, sont venus de facto les personnes ressources si t'avais besoin de te faire arracher une dent ou si t'avais besoin littéralement d'une saignée. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, c'était quand même ça, la médecine. Il y a une chance qu'on a évolué, hein? Ouais, puis ce serait de ce double chapeau-là que viendraient potentiellement les enseignes de barbier bleu, blanc, rouge. OK, c'est pour ça que tu m'en Oui, avais parlé. Oui, c'est exact. ça. Initialement, ceux-ci auraient signalé l'existence du commerce avec un poteau bleu. Puis le poteau serait une symbolique, potentiellement, là, c'est selon les différentes versions, Ouais. une symbolique qui représente le bâton que les barbiers donnaient à leurs patients qui devaient serrer pour qu'on puisse bien voir leurs veines. Qui sont bleus, là. C'est ça. Fait que là, Ben, les veines sont pas bleues, mais ils apparaissent. oui, ils apparaissent bleus. Fait que le poteau aurait signifié ça. Puis, ben, une fois la saignée effectuée, ben, on utilisait des bandelettes pour panser les plaies Ah. qu'on faisait sécher sur les 10 poteaux. Fait que c'était des poteaux bleus avec des bandes blanches et rouges. Imbibé de sang, ouais. Fait que tranquillement, ça serait devenu potentiellement... C'est une des histoires Des théories, ouais. qui est racontée autour de ça. Si on revient à notre population médiévale, par contre, tu as peut-être remarqué que j'ai mentionné que ben, il y avait des dents usées, mais sans trop de caries. Ouais. Peut-être une idée par rapport à ça? Ben, j'ai l'impression que à cette époque-là, il y avait quand même pas mal moins de produits transformés. Mhm. Donc, moins de sucre, parce que ben, le sucre est un peu partout. Fait que moins de caries. Mhm. Puis peut-être que, je sais pas là, mais que on était plus sérieux dans notre hygiène dentaire puis tout ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même vraiment plus de personnes qu'on le pense qui ont pas d'assurance dentaire ou qui
Ouais, ben à l'époque, il n'y en avait qui pas nécessairement attendent plus. vraiment- Là. Il n'y avait pas d'assurance à Non, l'époque. il n'y avait là. pas d'assurance à l'époque, mais qui attendent vraiment d'avoir vraiment mal avant d'aller voir le dentiste. Ou l'arracheur de dents comme qu'il y avait à l'époque. Parce que Ben, non, mais on s'entend. Moi, j'avais une phobie du dentiste là, quand j'étais petite. Là, Ouais. Puis, clairement que ça Ben, a le laissé fait des que séquelles plus tard. Là. Je peux pas t'as dire que négligé je par trippe. la suite. Là. C'est ça. Je suis contente quand je sors du dentiste puis que j'ai la bouche fraîche puis de tarte rien, là, mais je peux pas dire que je vais là en gambadant avec grande hâte. Là. Ben écoute, outre ta peur du dentiste qui n'était pas reliée avec la raison initiale, t'as touché quand même au point principal, c'est-à-dire le sucre. Parce que ben les gens à l'époque avaient une alimentation, oui, de fruits, mais tu sais, dans le fond, c'est du sucre qui est mélangé avec des fibres. Puis il y avait aussi des produits laitiers, ce qui est bon pour protéger les dents. Puis ben, ils mangeaient beaucoup moins de sucre en soi, pas de sucre transformé, juste des sucres naturels qui sont encapsulés dans les fameuses fibres. Donc, les coupables, le sucre, sont arrivés par la suite avec les pâtisseries, les bonbons, les boissons gazeuses. Puis, sais-tu comment que ça fonctionne que le sucre crée des caries? Non. Ben, en fait, je savais pas. Je pensais que c'était le sucre directement qui faisait faire la carie. Ouais, qui allait gruger, genre, un peu. C'est pas directement ça. En fait, on a des bactéries qui sont présentes naturelles dans notre bouche qui vont manger ce surplus de sucre-là parce qu'il est tellement concentré dans les sucres ajoutés qu'il reste pris sur nos dents. Les bactéries vont manger le sucre. Puis quand ils vont le digérer, ils vont créer des acides qui, elles, vont faire des caries. Ils vont faire caca acide? Des caca acides qui créent des caries. Fait que si ça vous donne une raison de plus de vous brosser les dents... C'est pour ça que ça se désagrège. Une carie, dans le fond, ça creuse. C'est pas le sucre qui creuse, c'est l'acide. Ouais. Moi, je pensais que le sucre, c'était vraiment genre Pac-Man, puis que ça allait grignoter un petit peu. Non, c'est les bactéries. Fait que si ça vous motive à vous brosser les dents, ça fait plaisir. Puis, la raison pourquoi on focus là-dessus, c'est pas juste pour dire que les villageois avaient moins de caries que nous aujourd'hui, parce qu'il y en avait des gens à l'époque qui en avaient des caries. C'était les gens qui avaient accès au sucre, la bourgeoisie et la royauté. Donc, on a une perception que c'était les villageois... paysans édentés, comme tu dis. Mais la personne vraiment édentée avec les dents maganées, c'était la royauté. C'est clair, ben oui. Puis... en ne sachant pas que c'était ça la cause à l'époque, les villageois disaient souvent que la royauté était punie de leur gloutonnerie. Fait que, genre, leur gloutonnerie leur faisait pourrir les dents parce qu'ils étaient trop avares, ils voulaient trop manger, etc. Fait que leurs dents pourrissaient. Ils pensaient pas que c'était le sucre, ils pensaient juste que, parce qu'ils veulent trop se goinfrer, les dieux ou peu importe, se vengent de ce côté-là. Donc, d'un point de vue, c'est pas faux, mais pas tout à fait exact. Éventuellement, on a quand même fini par comprendre un peu plus ce qui se passait avec les caries, mais il va tout de même falloir attendre jusqu'en 1955 avant que Crest lance la première pâte à dents contenant du fluor. OK. Fait que ça le fait drastiquement réduire la création des caries, mais avant ça, on continuait l'arrachage de dents beaucoup plus souvent. Puis je te dirais que de vivre avec des dents en moins, c'était pas mal la seule option parce que de ce que j'ai pu lire des dentiers... ça a été rough, ça aussi, avant que ça devienne quelque chose de potable. OK. Les plus vieux dentiers qu'on a retrouvés datent de 700 avant GC chez les Étrusques. Ceux-ci étaient faits à base d'ivoire, d'hippopotame, d'éléphant ou de morse. OK, ouais. Bon, normal. Donc d'ivoire, là, de façon générale. Puis cette pratique-là semble avoir subsisté au moins pendant 2400 ans. Rien de moins. Quand même. Et ce, même si c'était forcément complètement inconfortable d'avoir juste un gros bout d'ivoire, à moins que ça soit juste quelques dents. Mais un dentier en ivoire, c'est lourd. C'était pas confortable pour les dents. Souvent, les gens ne mangeaient pas nécessairement avec ça. C'était clairement pas... C'était plus esthétique. Taillé à... Ils essayaient le plus possible. Ouais, mais... Il y a eu après... c'est comme les monocles, là, justement, là, que je lisais que... tu peux t'en faire sur mesure parce que on n'a pas toute la même grandeur entre l'arcade du sourcilière puis la pommette, là, fait que... Ouais, sur les fins de l'utilisation de l'ivoire, il avait commencé à utiliser la résine pour prendre le moule un peu des dents pour pouvoir le tailler adéquatement. Mais c'était aussi des dentiers qui finissaient par pourrir tranquillement parce que c'est pas fait pour ça, puis dans une bouche avec l'humidité, la salive. Fait que ça ruinait un peu la bonne impression, autant au niveau visuel qu'au niveau de l'odeur buccale. Fait que les gens, ça les avantageait pas bien plus d'avoir ça.
Puis par le fait même, ça venait se tacher, jaunir, puis même craqueler, donnant une impression qu'en fait, c'est un dentier en bois, parce que ça donne l'impression d'un vieux bois. Puis c'est d'ailleurs ça qui a mené à un mythe que j'avais lu en amont de cet épisode-là, que je pensais parler, en pensant que c'était vrai et non un mythe, que George Washington avait un dentier en bois. Oui. Mais non, c'était pas vrai, il était fait en ivoire, c'est juste que il y avait une impression... Fait que dans le fond, les dentiers en bois, ça n'a jamais existé, c'est vraiment juste des dentiers en ivoire. Ça semble avoir existé, OK. mais pour vrai, je sais pas à quel point. Mais pas dans la bouche à George Washington. Pas dans la bouche à George Washington. Bon. J'ai vu des images de dentiers en bois faites au Japon dans les années 1500, mais l'ivoire était vraiment ce qui était utilisé de façon majeure. Ce jusqu'à temps que il y a des gens qui ont eu une certaine idée qui n'est pas nécessairement fantastique pour les gens qui sont un peu sensibles. Là, je vous parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les dents de Waterloo. OK, je connais pas. Vois-tu, certaines personnes trouvaient que l'ivoire, ça imitait mal l'apparence d'une dent. Ouais, je peux comprendre, là, si ça vire en bois. Ouais. Fait que l'aristocratie du 18e siècle s'est dit, hey, on pourrait utiliser des vraies dents. Non. Puis le nom Waterloo est venu du fait que, le 18e siècle, c'est aussi le moment de la bataille de Waterloo. Ouais. Et donc, beaucoup de gens disponibles par terre pour te faire un dentier. Ah non. Fait que ça m'écoeure. Ça s'appelait pas nécessairement les dents de Waterloo à l'époque. Je suis très pour le don d'organes, la gang. Le don de dents dans ta bouche, je sais pas. J'ai signé ma carte, mais mettre les dents de quelqu'un d'autre dans ma gueule, non merci. Éventuellement, ça l'a... Après la bataille, là, un moment donné, ça finit qu'on n'avait plus autant de ressources, puis c'est pas tout le monde qui dit « Oui, arrache-moi une dent pour la donner à Jean-Paul. » Ouais. Ça l'a fini par disparaître, surtout que, il est arrivé les nouvelles techniques d'aujourd'hui pour faire des dentiers. Fait que ça l'a fini par disparaître au 19e siècle. Mais ouais, il y a eu un petit 100 ans où il y a eu une pratique assez douteuse niveau dentier. Fait que c'est pas toujours vrai quand on dit que c'était mieux avant. Avant, oui, parce que j'aimerais vraiment mieux avoir de l'ivoire que les palettes à Denis. Oui. Mais j'espère que les deux vous ont aussi motivé à l'idée de vous brosser les dents et de faire attention, d'aller voir le dentiste et de ne pas négliger votre santé bucco-dentaire. Checkez vos assurances, la gang, si vous en avez. Puis, c'est ce qui conclut la courte histoire de nos yeux et nos dents du jour. J'espère mais pas si courte que ça, quand même. Ça s'est étalé sur plusieurs siècles. Oui, mais je veux dire, notre version à nous était courte. Oui. Mais si vous avez aimé cet épisode, évidemment, on vous invite à vous abonner, à nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Et même Deezer, on le dit à chaque fois. Mais... Pourquoi on parle tout le temps de Deezer? Pourquoi? Il mérite pas toute cette importance. Hey, c'est très utilisé en Europe, Deezer, tout ça. OK. On veut percer l'Europe. Puis sinon, évidemment, on est aussi sur les réseaux sociaux. Où on publie plus de contenu, des extraits d'épisodes aussi. Là, donc, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Voir nos belles dents et nos belles lunettes. Exactement. Puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!